tous, bonjour à toutes. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la famille, des familles. On va parler de 2 familles, de fonctions analyseur et filtre. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de 2 familles de fonctions? C'est pour une raison très simple, c'est que, dans la famille, filtre, il n'y a que 4 fonctions et dans la famille analyseur, il y en a 6 et sachant qu'on en présente à chaque fois 10, et bien 6 plus 4 égale 10, voilà. Et bien c'est parti, on va commencer, sans plus attendre sur, le fichier d'exercice, analyseur et filtre. Donc comme dit, alors je vous montre rapidement, quand on est en insertion fonction, on voit que dans la famille, filtrée, on n'a que 4 fonctions, à savoir filter, sort, sorten et unique. Tandis que dans la famille, analyseur, il y en a 6 et c'est la raison pour laquelle on a donc, réuni les 2 familles dans cet épisode du webinaire, et nous allons voir un certain nombre de fonctions, à savoir convert, toDate, $2, %, toPureNumber, toText, filter, sort unique et sortEnd que vous voyez à l'écran, heu, juste ici. Donc on va commencer par convert. Alors convert, comme son nom l'indique, qui permet de convertir, hein, et dans cet exercice, on souhaite, convertir des valeurs américaines en valeurs européennes. Donc en l'occurrence, on a des températures Fahrenheit, on veut les convertir en Celsius et on a également des distances en feet, en pieds, comme on dit, et on veut les convertir en mètres. Alors pour ce faire, évidemment, on va utiliser la fonction convert comme indiqué ici. Donc je vais tout simplement taper égal convert et donc on voit, effectivement l'aide de Google Sheets qui nous indique les différents arguments à renseigner dans cette fonction. Alors premièrement, ça va être la valeur. Deuxièmement, ça va être l'unité de début, puis l'unité de fin. Donc là, dans l'exemple, on voit que 5,1 grammes peut être converti en kilogrammes de cette manière. Et d'ailleurs, on peut se demander, mais quelles sont les unités gérées par Google Sheets? Eh bien, ça, on peut le savoir en cliquant sur En savoir plus, juste ici. De cette manière, on a la petite fenêtre d'aide qui apparaît à droite, et en défilant vers le bas, on va avoir la liste, dans la partie remarques, la liste des conversions d'unités disponibles par catégorie. Donc les poids, on voit les différentes unités, distance, temps, pression, force, énergie, puissance, magnétisme, etc., etc. Vous avez compris, il y en a pas mal. Donc nous, ce qui nous intéresse, premièrement, c'est la température. Donc on veut convertir des degrés Celsius, des degrés Fahrenheit, pardon, en degrés Celsius. Donc on voit le F majuscule et le C majuscule. Super. Donc dans un premier temps, on va déjà retourner dans notre fonction. Le premier argument, ça va être la valeur 76. Donc on va faire référence à la cellule A8. Ensuite, on va ajouter l'unité de début, qui est donc le Fahrenheit. Bien penser aux guillemets pour bien signifier que c'est une chaîne de caractères. Et dernièrement, on va donc indiquer Celsius avec le C majuscule. On valide et on voit de cette manière, alors il y a la suggestion automatique que je désactive, on voit de cette manière que donc les 76 degrés Fahrenheit correspondent en réalité à 24 degrés Celsius. Et je vais pouvoir donc étendre ma fonction de cette manière pour avoir les résultats partout ailleurs. De cette manière, on a donc bien converti des degrés Fahrenheit en degrés Celsius. Super. Maintenant concernant la distance, donc qu'on veut convertir en mètres, eh bien c'est tout pareil. On appelle la fonction convert. Le premier argument va être à la valeur, donc on va sélectionner notre cellule C8 et ensuite par derrière, donc on va indiquer l'unité de début qui est le fit, donc FT. On peut, se renseigner évidemment dans l'aide à droite pour être sûr qu'on ne se trompe pas. C'est bien donc FT pour, parler du fit en anglais. Et dans un second temps, on veut le convertir en mètres. Et donc pour le mètre, on voit qu'il s'agit d'un M minuscule juste ici. Donc là, pareil, je vais rajouter mon M dans le troisième argument de ma fonction convert. Et par derrière, donc je vais valider la suggestion d'aide pour le moment, et on voit les distances qui sont converties automatiquement en mètres. Donc plutôt sympa cette fonction convert. Je vous invite vraiment à creuser et à jeter un coup d'œil au niveau des différentes unités qui sont prises en charge. Il y en a énormément. En l'occurrence, comme vous pouvez le voir, on peut également le décliner en arrêt formula. Je vais le faire immédiatement. Donc je libère de l'espace en dessous, histoire de ne pas rentrer en conflit avec l'arrêt formula. Et par derrière, eh bien, je fais CTRL SHIFT Entrée sur mon clavier pour rajouter le arrêt formula. Évidemment, je mets à jour mes plages. Donc je vais de A8 à A pour la première fonction. Et pour la deuxième, eh bien, je vais passer de C8 à C.
Voilà, donc on a, tout à fait la possibilité de mettre en place, la fonction convert en array formula. OK, je vais passer à la fonction suivante. Donc il s'agit de la fonction toDate. ToDate donc, dans cet exercice, on veut, l'équivalent des nombres qu'on a juste ici en date. Petite introduction très rapide, pour ceux qui ne le savent pas, il faut bien comprendre que, derrière chaque date dans Google Sheets, par exemple, là, je vais indiquer le 29/11/2022, OK? Et bien, derrière cette date, c'est la date du jour, et bien, il y a en réalité un nombre. Je m'explique. Je vais le réécrire juste à côté. 29/11/2022. Si je vais dans les règles de format et que je passe sur un format nombre, eh bien, on voit que le nombre qui correspond à la date du jour, le 29/11/2022, est en réalité le 44 894. On peut omettre les, zéros qui est après la virgule, je vais les enlever d'ailleurs. Donc 44 814. Dans cette mesure, on peut se demander à quoi correspond 44 895 alors, si on rajoute 1. Eh bien, si on regarde dans format et qu'on repasse au format date, eh bien là, d'un coup, on est au lendemain, le 30/11/2022. Donc ce qui signifie qu'à chaque fois qu'on incrémente 1 ou qu'on enlève 1, eh bien on obtient une date de plus ou une date de moins sur la date affichée juste ici. Et il faut bien comprendre que c'est juste de la mise en forme qui permet d'avoir l'affichage de date, mais derrière on a bien des valeurs numéraires. Maintenant qu'on a compris ça, on peut se servir de la fonction toDate pour justement convertir des nombres en date directement à partir, de la fonction toDate, tout simplement. Donc, je commence, toDate, qui convertit donc un nombre en date, on voit bien ici. Donc, de cette manière, il suffit juste de renseigner la valeur. Là, je vais renseigner ma valeur à 8 et on voit tout de suite qu'il retourne effectivement une date, donc qu'on voit juste ici. D'ailleurs, je précise juste que ces nombres-là sont générés aléatoirement, c'est pour ça qu'ils changent, hein, mais en l'occurrence, ce sont des nombres, qui, peuvent être convertis en date comme on le voit ici. Et d'ailleurs, on va pouvoir, par derrière, étendre la fonction et donc c'est aussi simple que ça, il n'y a qu'un seul argument qui est pris en compte, c'est la valeur. Et tout pareil, on peut l'étendre en array formula. Pour le coup, je vais le faire à côté, donc là, je vais copier-coller, la fonction pardon. Je vais bien m'assurer que la plage soit correcte, donc je vais mettre A8A et je vais le convertir en array formula, toujours et encore avec CTRL SHIFT entrée qui me permet donc d'incrémenter, d'imbriquer pardon, ma formule dans array formula. Ah oui, alors, vous voyez là, il y a un petit souci, c'est qu'avant il y avait des valeurs sur cette feuille qui étaient, formatées en euros et donc le format est resté bloqué ici. Je vais passer en automatique et donc en automatique, on a bien des dates qui apparaissent, donc c'est cool. Donc voilà pour la fonction toDate. Maintenant, on va passer, donc à la fonction $2. Alors, ce sont des fonctions qui sont vraiment très simples, hein, vous voyez? Ce sont des fonctions, qui permettent de convertir, et donc, en l'occurrence, pas très compliquées. Là, et bien, comme, son nom, l'indique, on va tout convertir en dollars. Alors, on peut se demander si c'est vraiment nécessaire compte tenu du fait qu'aujourd'hui, $1 est quasiment égal à 1 euro, mais ça peut être toujours intéressant. Là, on a des valeurs en euros qui sont également générées aléatoirement. Si je rafraîchis mon Google Sheets, on voit qu'à chaque fois, il y a des valeurs différentes. Et donc, moi, ce que je veux faire, c'est que je veux afficher les prix en dollars. Eh bien, je vais tout simplement utiliser ma fonction $2, juste ici, qui convertit un nombre euh, en une valeur exprimée en dollars. Et en l'occurrence, eh bien, je vais simplement sélectionner ma valeur qui est juste à gauche. Et on voit qu'on a les valeurs en dollars qui sont quasiment identiques. Donc, je ne sais pas si l'euro vaut le dollar aujourd'hui exactement, je ne connais pas les prix. Tout euro, ça marque. Alors, bonne question, je ne sais même pas si ça existe, hein, je pense pas. Non, ça n'existe pas. Je pense que là, on a le tout dollar, juste pour la simple et bonne raison que, Google vient, des States et donc c'est américain et donc, évidemment, le dollar est privilégié. Par derrière, évidemment, l'idée c'est que, s'ils avaient mis, toutes les devises, on s'en sortirait plus. Il y aurait, peut-être des milliers de fonctions, à répétition. Donc voilà, je pense que si tu veux faire de la conversion pardon, de devises, il faut plutôt te tourner vers les fonctions que tu vas retrouver dans la famille finance, donc qui se trouve ici. Et de toute façon, on en parlera évidemment, et justement, c'est moi qui parlerai de cette famille de fonctions finance, où il y a un certain nombre de fonctions justement en rapport avec ça. Alors, c'est de convertir le montant en euros. Est-ce que tu es sûr qu'il n'y a pas par-dessus un format
euro, un format devise euro. Parce qu'évidemment, si tu mets un autre format par-dessus, ça va venir écraser le format initial, même si que tu utilises la fonction, $2. Il faut bien faire attention à ça. Et donc par derrière, on peut évidemment l'étendre en, arrêt formula, de cette manière. Donc, voilà, on a bien nos valeurs qui sont indiquées juste ici. On passe à la fonction to%, donc toujours la même logique. Là, on a, une conversion, tout simplement, c'est de la conversion. On a des fréquences. Alors, pour ceux qui ne savent pas, une fréquence en statistique, c'est, le taux d'apparition, d'une occurrence dans un échantillon donné. Par exemple, j'ai, un dé et je vais le lancer 100 fois et je vais voir combien de fois apparaît la valeur 6, sur ces 100 lancers de dés. Par exemple, si ça apparaît 50 fois sur 100, ce qui est très peu probable évidemment, c'est-à-dire qu'on a une fréquence de 0,5. Si je veux convertir la fréquence en pourcentage, évidemment, je pourrais multiplier par 100 et rajouter le symbole pourcent par derrière, mais il y a une fonction qui permet d'automatiser ça. Il s'agit de la fonction to%, donc que je vais tout de suite utiliser de cette manière. Et en l'occurrence, je vais donc prendre ma valeur de fréquence et par derrière, effectivement, on a bien les pourcentages qui apparaissent automatiquement. Et évidemment, tout comme les autres fonctions de conversion, on peut lui appliquer un arrêt formula. De cette manière, on a donc la conversion qui se fait sur toute la colonne. OK, donc pour les pourcentages, vous l'avez bien compris, donc j'imagine que c'est le même concept, c'est-à-dire que ça va, simplement convertir. C'est comme si on faisait un format et que par derrière on indiquait pourcentage ici. Donc on doit avoir le pourcentage quelque part, ici, pourcentage. Et donc, oui, c'est la même idée, donc ces fonctions n'agissent qu'au niveau de la mise en forme. Très intéressant. Eh bien, to pure number, le principe est plus ou moins le même. On va convertir des, valeurs numéraires, quelconques, peu importe leur mise en forme, en nombres purs et donc des nombres bruts. On va tout de suite, l'utiliser, donc to pure number, comme indiqué dans l'aide, convertit une date, heure, pourcentage, devise ou toute autre valeur numérique mise en forme en nombre sans mise en forme. Eh bien, c'est parti, on sélectionne la cellule A8 s'il veut bien le mettre au bon endroit. Et de cette manière, on va pouvoir ah bah, là, il y a toujours la mise en forme d'euros, donc on va passer tout de suite en automatique, histoire qu'il y ait pas de souci, OK. Donc on a bien la valeur numéraire de la date 29/11/2022 qui apparaît grâce à la fonction toPureNumber, OK. Et par derrière, je vais pouvoir donc, comme d'habitude, utiliser en arrêt formula pour l'appliquer à toute la colonne. Et de cette manière, on voit qu'on obtient à chaque fois l'équivalent en nombre, des différentes valeurs. J'ai volontairement laissé des chaînes de caractères, on le voit grâce à l'apostrophe ici, grâce au mot soleil et cetera. En l'occurrence, il faut savoir que pour les chaînes de caractères, il ne fait strictement rien. Il retourne exactement la chaîne de caractères comme elle était. Mais sinon, on voit que pour 13h15, l'équivalent numéraire, c'est 0,55 et des brouettes, et cetera, et cetera. 499 €, 00, et cetera. Excusez-moi, et cetera, et cetera. Eh bien, on continue, tout texte, toujours dans le même principe. Là, en l'occurrence, on veut convertir les nombres suivants en chaîne de caractères, donc en texte. Et donc, c'est toujours la même histoire. Je pense que c'est, une question de mise en forme et non pas une question de, on va voir dans l'aide, hein, une question de conversion de type de données. Voilà, tout texte revient à ajouter une apostrophe ah si, ah du coup ça change quand même. Tout texte revient à ajouter une apostrophe à un nombre comme préfixe. Intéressant. C'est-à-dire que tout texte va me permettre de, prendre cette valeur-là, et tout simplement le convertir en chaîne de caractères. C'est comme si j'étais venu ici et que j'avais fait un petit apostrophe ici à l'entrée, ce qui me permet donc de convertir en chaîne de caractères. OK, très intéressant, parce que la particularité, c'est que contrairement à l'apostrophe, on peut, le rajouter en arrêt formula et c'est ce qu'on va faire sans plus attendre. Donc arrêt formula, A8A, évidemment, on met à jour la plage et de cette manière, eh bien, on a des chaînes de caractères partout et on le voit et on le remarque parce que les chaînes de caractères dans Google Sheets, par défaut, se serrent à gauche, contrairement aux nombres qui vont aller sur la droite. D'ailleurs, là, on a également, un nombre ici, des chaînes de caractères et cetera. On voit qu'il prend tout en compte sans problème. OK, donc on a passé, fonction analyseur, donc il me semble que c'est le nom de la famille, analyseur et non pas analyse, je vais vérifier.
Donc toutes les fonctions analyseurs, effectivement, tout ce qui est convert, to date, to dollars, et cetera, on les a vues et on va passer sans plus attendre à la famille filtrée et là, vous allez voir, c'est un peu plus intéressant. On a bien plus de possibilités, ce n'est pas juste de la mise en forme, notamment avec la fonction filter, qui est une fonction très puissante, qui permet de faire vraiment pas mal de choses. Alors, dans cet exercice, nous souhaitons, à l'aide d'une formule filter, trouver les valeurs égales à une donnée présente dans une cellule. Donc, en l'occurrence, nos valeurs, ça va être les inscrits, ici. Donc, on a un certain nombre d'inscrits, des adresses mail qui sont indiquées, qui sont inscrits à des formations, donc des formations dont les noms sont indiqués ici. On va avoir du Google Sheets niveau 1, niveau 2, Drive, Slides, etc. Et en l'occurrence, ce qu'on veut faire, c'est que grâce à la fonction filter, on veut que dès lors qu'on va choisir ici dans la liste déroulante une formation spécifique, on veut que la liste des participants apparaisse en dessous. Alors évidemment, cette liste déroulante a été faite via une validation des données et on a récupéré la plage qui se trouve juste ici, qui s'auto-alimente à partir de la colonne B. Maintenant qu'on sait tout ça, eh bien, on va tout simplement utiliser notre fonction filter. Alors je commence, égale filter, donc comme l'indique l'aide aux fonctions, filtre une plage selon les conditions indiquées. Et donc justement, on va voir un petit peu que prend comme argument cette fonction filter. Alors premièrement, la plage. Eh bien la plage, on va lui indiquer la plage qui va de A8 à, on peut aller jusqu'à B, sans problème, donc jusqu'en bas de la plage. On va plutôt prendre A8 jusqu'à B24. On va être spécifique ici. En tout cas, sachez-le, on peut sans problème aller plus loin. Par contre, il y a une petite spécificité dont je vais vous parler tout à l'heure. Donc, le premier argument, c'est la plage. OK. Deuxième argument, c'est la condition. La condition, c'est on veut que, justement, dans ces données-là, on veut qu'il y ait uniquement un certain type de données qui apparaissent. Donc, par exemple, on veut seulement que les personnes qui ont suivi la formation Google Sheets niveau 1 ou seulement les personnes qui ont suivi la formation Google Meet puissent arriver à ce niveau-là. Alors, je viens de remarquer que j'ai fait une erreur. Là, si je fais comme ça va afficher absolument toutes les infos. Moi, je vais afficher que les adresses mail, donc je vais prendre que la colonne A. Autant pour moi. Donc, A8, A24, ok, c'est la plage que je vais afficher. Et par derrière, donc ma condition, c'est que je veux que la colonne B soit égale à ce que je vais choisir ici en D8. Donc qu'est-ce que je fais? J'indique ma plage sur la colonne B, donc je fais B8 à B24. C'est là la spécificité dont je vous parlais, c'est qu'il faut que la condition qu'on va indiquer ici fasse exactement la même taille que ma plage. Sinon, ça ne marchera pas. Là, si j'ai un B8B, qui prend toute cette plage alors que ma plage de données est de A8 à 24, ça ne marchera pas. Donc il faut vraiment que ce soit le même niveau, le même nombre de lignes. Ceci étant dit, je vais pouvoir indiquer ma condition, donc comme indiqué dans l'aide ici, par exemple ici A2, A26 supérieur à 5, eh bien moi ça va être B8, B24 égale à D9. D8, pardon, D8. Et de cette manière, lorsque je le valide, ça va m'afficher les adresses mail qui ont pour colonne B la même valeur que Google Sheets niveau 1. Si je passe au niveau 2, là pareil, ça va m'indiquer dynamiquement les personnes qui sont inscrites au niveau 2, etc., etc. Vous avez compris l'idée. Si en l'occurrence j'avais mis A8A ici, eh bien je serais obligé par derrière de mettre B8B, parce que si je valide ainsi, voilà, on a un message d'erreur qui dit la taille de plage pour la fonction filter n'est pas valide. Nombre de lignes attendues 960, forcément, vu que ma colonne A fait 960 lignes. Par contre, au niveau de la condition, je n'en ai que 17. Et donc là, il y a un souci. Donc il faut bien que je corrige cela en indiquant A8A, B8B. De cette manière, ça marche très bien. C'est bien pour ça que j'insistais sur cette spécificité. Il faut vraiment que la plage de données et par derrière, eh bien, la condition fasse exactement la même taille. Et comme le dit Thierry, effectivement, un super guide de filter qui a été rédigé par Pierre. Et en l'occurrence, eh bien, je vais vous l'afficher immédiatement. Il y a moins 20% sur la boutique, je vous le rappellerai tout à l'heure, moins 20% sur la boutique avec le code promo Webi20. Vraiment, c'est une pépite, ce bouquin.
ce guide filter, hein, vraiment une pépite. Comme vous pouvez le voir ici, il y a énormément de fonctions qui sont vues avec la fonction filter et qui peuvent être combinées pour vraiment faire des choses vraiment incroyables, hein. On peut vraiment faire énormément d'éléments, énormément de choses avec cette fonction filter. Donc, je vous invite vraiment à vous pencher sur le sujet et utiliser le code promo Webby20 qui vous permettra de bénéficier de moins 1%. OK, donc pour filter, effectivement, là, on peut soit prendre la plage spécifique ou une plage semi-ouverte comme où on va indiquer effectivement le même nombre de lignes dans la plage de données et dans la condition. On va passer à la fonction sort. Donc la fonction sort, ici, dans cet exercice, on veut trier les clients par date de rendez-vous, puis par catégorie. Donc, pour vous expliquer, ici, on a une liste de clients, OK? Liste de clients. On a des catégories A, B, C et D. Il y en a quatre catégories. Et on a des dates de rendez-vous. Nous, ce qu'on veut faire, c'est que ici, on veut reprendre la liste des clients, des catégories et les rendez-vous, mais on veut trier ces clients par date de rendez-vous, puis par catégorie. Donc, on veut que ce soit du plus récent au plus ancien, par exemple, et la catégorie de A, B, dans l'ordre alphabétique. Eh bien, c'est parti. On va tout simplement utiliser notre fonction sort ici. OK. Donc, trie les lignes de la plage par colonne spécifiée. Et dans notre fonction sort, on voit qu'il y a un certain nombre d'arguments, et des arguments facultatifs d'ailleurs. Premier argument, ça va être la plage qu'on va prendre pour justement faire ce tri. Eh bien, je vais prendre la plage qui va alors je vais bien m'assurer que ça le fasse correctement, qui va de A8 à C. Alors on peut aller jusqu'au bout, donc là je vais mettre C sans problème, sachant que ça s'arrête jusqu'au bout. Donc A8C. Ok, donc là j'ai indiqué ma plage. Deuxièmement, je dois indiquer ma colonne de tri. Donc là, typiquement, ça va être l'index. On peut le voir dans l'aide. Colonne de tri, index de la colonne de la plage ou d'une plage différente contenant les valeurs par lesquelles effectuer le tri. Nous, on a dit qu'on veut trier par date de rendez-vous. Et donc, l'index de cette colonne, c'est le 3. On compte 1, 2, 3. Donc, l'index numéro 3, ça va être justement la colonne de rendez-vous. Donc, la colonne de tri, ça va être le 3. Et par derrière, on peut indiquer si on veut que ce soit croissant ou décroissant. Et donc, en l'occurrence, moi, je veux que ce soit plutôt... alors, ça peut être croissant ou décroissant. Qu'est-ce qui serait plus logique? Je pense que le décroissant serait plus logique. Non, le croissant serait plus logique, du plus récent au plus ancien. Et donc là, on va mettre le 1 pour dire que c'est croissant, qu'on veut un tri croissant. Et par derrière, comme on peut le voir, on a des arguments facultatifs, colonne de tri 2 et croissant 2, colonne de tri 3 et croissant 3. On peut trier presque à l'infini avec cette fonction. Eh bien, nous, on veut trier par date de rendez-vous, puis par catégorie. Là, je vais indiquer la catégorie. Donc, la catégorie, c'est l'index 2. Et pareil, je veux que ce soit par ordre croissant. Donc, je vais mettre un 1. Voilà. Donc là, dans cette fonction sort, qu'est-ce qu'on dit? On prend la plage A8C, on prend la colonne 3 et on trie dans l'ordre des dates à partir de là. Puis on fait pareil avec la colonne des catégories et on obtient ce résultat. Et donc, on voit effectivement ici qu'on a donc le 01-11-2022, puis le 09-11-2022, etc., jusqu'à arriver en 2023 par derrière. Donc, on a bien du plus récent au plus ancien, je disais, mais au plus vieux, enfin au plus grand. Et évidemment, pour les catégories, on peut voir que pour des rendez-vous qui sont à la même date, on a d'abord les catégories A, puis les catégories C. Et on pourrait aller encore plus loin d'ailleurs, parce que là, on voit que Selena arrive avant Marquise. Eh bien, on pourrait faire en sorte qu'il soit aussi dans l'ordre alphabétique pour les noms. Donc, pourquoi pas rajouter encore des arguments par derrière. Donc, on va prendre l'index de la colonne 1 et on va trier par ordre croissant. 1. Et là, donc, on a bien effectivement Marquise qui passe devant Selena, mais on a toujours la catégorie A avant la catégorie C et toujours les dates par ordre chronologique. Donc on peut aller vraiment très loin dans le tri grâce à cette fonction sort et pourquoi pas le combiner avec un filter, un unique. Justement, je vous ai prévu un petit bonus à la fin où vous allez voir, on va combiner quelques fonctions qu'on a vu, qu'on voit aujourd'hui. Donc restez jusqu'à la fin. OK, donc pour le sort, voilà, dans le cas de figure de l'exemple, je n'avais pas pris en compte le nom du client, mais on peut le faire également. On va continuer pour pas finir trop tard.
Donc la fonction unique. La fonction unique, en l'occurrence, ici, on souhaite dédoublonner les clients, toujours cette même histoire de clients, sauf que là, on remarque que plusieurs clients apparaissent plusieurs fois. Et donc, à ce niveau-là, il y a un petit souci, c'est qu'on ne veut pas qu'il y ait de doublons. Alors, je ne sais pas si je vais en trouver là en visuel. Vous avez peut-être vu un doublon quelque part passer, mais en tout cas, il y a pas mal de doublons. Voilà, il y a énormément de doublons et je veux corriger ces doublons. Donc ici, je veux lister les clients dédoublonnés. Pour ce faire, je vais utiliser la fonction unique. OK, donc égale unique, donc qui me permet d'afficher les lignes uniques de la plage source fournie. Et à ce niveau-là, donc je vais indiquer la plage. Donc je vais aller de A8 à A45. Je pourrais même aller jusqu'à A si je veux, il n'y a pas de problème. Là, je vais m'arrêter à A45. Et tout simplement, de cette manière, ça va me renvoyer la liste des clients dédoublonnés. Voilà, c'est aussi simple que ça. Unique prend un seul argument, c'est la plage, et va me permettre de dédoublonner de cette manière. Maintenant, moi, je veux préparer ici une liste de clients sans doublons. C'est-à-dire que je veux les clients qui apparaissent 2 fois, je ne veux pas les dédoublonner, je veux simplement les ignorer. C'est-à-dire que si un client apparaît 2 fois ou plus, eh bien, je ne veux pas le lister. Par contre, tous les clients qui n'apparaissent qu'une seule fois, donc les clients sans doublons, eh bien, je veux bien les lister ici. Eh bien, je peux le faire avec Unique également. Parce qu'on voit que Unique, si on regarde au niveau de l'aide de Google Sheets, on voit qu'il prend plusieurs arguments. Donc, premièrement, on va prendre la plage encore une fois à 8 à 45. OK, c'est cool. Et par derrière, on va pouvoir indiquer par colonne. Donc, par colonne, c'est un argument qui va me permettre par derrière, alors, comme l'indique l'aide de Google Sheets, indique si le filtrage des données doit porter sur les colonnes ou les lignes. Par défaut, cet argument a la valeur faux. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas trier par colonne ou par ligne. Je veux pas trier par colonne, pardon. Je veux trier par ligne. Donc, je laisse 0 à ce niveau-là. Par défaut, c'est déjà 0. Et ensuite, ici, je vais pouvoir indiquer, donc avec l'argument une seule fois, indique si seules les entrées sans doublon doivent être affichées. Par défaut, cet argument est faux. Eh bien, moi, je vais passer en vrai. Et en fait, en passant, alors, avec un 1, en passant cet argument en vrai, par derrière, eh bien, ça va m'afficher uniquement les clients qui n'ont pas été doublonnés en fait, hein, dans cette liste, donc qui n'apparaissent qu'une seule fois. Donc là, Ashley Grant, on va pouvoir la chercher dans cette liste. Elle apparaît ici. Elle n'apparaîtra nulle part d'autre dans cette liste parce que j'ai bien indiqué à ma fonction unique de récupérer uniquement les clients qui ne sont pas en doublon. OK, donc pour la fonction unique, on voit qu'on peut faire quand même pas mal de choses grâce à ça. Je passe à la fonction sortN. Donc la fonction sortN qui est différente de la fonction sort, hein, je précise, c'est pas tout à fait la même chose. Sort, ça permet de faire un tri. SortN, c'est un peu différent, ça permet effectivement de faire un tri, mais de n'afficher que les n valeurs, n premières valeurs, par exemple, qu'on va choisir dans une liste. C'est comme ça que c'est avancé par Google. Ça veut dire que, par exemple, je veux afficher les 10 meilleurs élèves. Donc, c'est-à-dire que là, on a une liste d'élèves qui ont passé deux tests. Donc, il y a eu une note sur 20 pour le test 1 et le test 2. Et moi, ici, je veux afficher les 10 meilleurs élèves. C'est-à-dire, eh bien, les 10 élèves qui ont obtenu les meilleures notes au test 1 et 2. Alors par défaut, on peut se dire qu'on va utiliser un sort et on va trier par les meilleures notes. Donc on va prendre l'index 2 et l'index 3 et prendre les meilleures notes et les trier comme ça. Certes, par contre, ça va m'afficher toute la plage et donc c'est embêtant. Sort n va me permettre de n'afficher que les 10 meilleurs élèves. Je vous montre ça immédiatement. Donc là, j'ai ma liste d'élèves. Je vais faire égal sort n, donc affiche les n premiers éléments d'un ensemble de données triées. Et donc, à ce niveau-là, on a un certain nombre d'arguments. Premièrement, la plage. OK, donc la plage de sorte n, là je vais prendre A8 jusqu'à, alors s'il veut bien, A8 jusqu'à C27. Pareil, on pourrait aller jusqu'à C, mais là je prends juste ma plage de données, ça va très bien. Ensuite, deuxième argument, ça va être n. Eh ben, n, c'est le nombre d'éléments à renvoyer. Il doit être supérieur à 0 naturellement. Moi, je vais mettre 10, parce que je ne veux que 10 éléments, je ne veux que 10 élèves listés. Par derrière, mode affichage d'égalité. Donc ici, on a différents modes. Nombre représentant le mode d'affichage des cas d'égalité. Je vais vous montrer ça dans l'aide, parce que c'est un petit peu plus complexe que ça en a l'air, mais pas trop non plus, hein, ça va. En fait, il y a plusieurs valeurs ici, 0, 1, 2 et 3, qui vont permettre de modifier le comportement de la fonction sortN s'il y a des égalités. Par exemple, si un élève A
qui a eu 50 au premier test et 75 au deuxième test, et un élève B a eu 50 et 75 au deuxième test, grâce à ce numéro, grâce à ce chiffre ici, à cet argument, on va pouvoir indiquer le comportement que sortN va prendre par rapport à cette égalité. Soit afficher au maximum les n premières lignes de la plage triée, soit afficher au maximum les n premières lignes plus les autres lignes éventuelles identiques à la énième ligne. Donc il pourrait y avoir 13 élèves au lieu de 10 si les 4 derniers ont la même note. Afficher au maximum les n premières lignes après suppression des lignes en double. Donc là, il y a un dédoublonnage. Afficher au maximum les n premières lignes uniques, mais afficher tous les doublons de ces lignes. Donc là, on voit qu'il y a différentes possibilités. Moi, je vais prendre le 0 parce que je vais afficher au maximum les n premières lignes de la plage triée. Voilà, je ne vais pas me prendre la tête par rapport à ça. Je mets juste un 0. OK. Par derrière, je vais pouvoir indiquer ma colonne de tri. Mes colonnes de tri, si j'en ai plusieurs, on peut voir que c'est comme dans sort. Là, on reprend la même logique que sort. On va indiquer l'index, puis si on veut que ce soit croissant ou pas. Eh bien, moi, je veux les meilleurs élèves qui ont eu les meilleures notes. Bah, je vais prendre ma colonne 2 et trier par ordre croissant. Et croissant, donc c'est un 1, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Par ordre décroissant, pardon, je veux les meilleures notes en haut et les moins bonnes en bas, donc décroissant. Et ensuite, je vais prendre l'index 3, donc ma colonne qui est la note au test 2, et pareil, le prendre dans l'ordre décroissant. Voilà, donc ma fonction sortN ressemble à ça. Et par derrière, quand je valide, j'ai bien les meilleurs élèves d'abord. Donc on a Carlotta Ebert qui a un 100 et un 39, puis Malik King, etc., etc. Alors évidemment, c'est peut-être pas super pertinent du sens où là, on trie par la colonne 1 puis la colonne 2. Et en l'occurrence, on voit que si on fait la moyenne des deux, Carlotta a certainement une moins bonne note que Malik King. Mais là, pour le coup, c'est vraiment que vous compreniez la logique de sorte N. On va dire que la priorité est au test numéro 1 qui a un plus gros coefficient et que le test numéro 2 a un plus petit coefficient. Et dans ce cas de figure, ça passe tout à fait bien. Et en l'occurrence, on a bien effectivement un tri qui se fait des 10 meilleurs élèves grâce à la fonction sorte N. Et naturellement, si je mets 5, on va avoir que les 5 premiers. Si je mets 15, on va en avoir 15, etc. Vous avez compris la logique de sorte N qui va un peu plus loin que sort. Donc voilà, sorte N qui ressemble à ça. Et on va passer sans plus attendre au bonus. Et pour le bonus, c'est une petite compilation de plusieurs fonctions. On a du filter, du unique, du sort, et j'ai oublié d'indiquer, mais également du transpose. Transpose, on n'en parle pas aujourd'hui, mais en principe, vous devriez être à l'aise avec la fonction transpose qui permet simplement de transposer des données. Dans cet exercice, ce que nous souhaitons faire, c'est à l'aide de unique et transpose, afficher la liste des formations suivies dans les cellules D9 à J9, donc ici. Alors c'est D8 à J8 pour le coup, donc ça peut être corrigé ici, D8 à J8, hop, D8 à J8. Et dans un second temps, afficher la liste des inscrits grâce à la fonction filter en D10, et là ça va pas être en D10, ça va être en D9. Ok. Eh bien, moi ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer la liste des formations ici, qui est en colonne B, les mettre ici, les transposer en colonne plutôt qu'en ligne, et en dessous afficher par colonne en fait les participants correspondant à chacune des formations. Ok, eh bien je vais commencer sans plus attendre, égal unique, et je vais récupérer ma plage de formation ici de B8 à B24. Je valide, et là j'ai une erreur parce qu'il y a un truc qui traîne ici, j'ai oublié de vider ces cellules. Ok, donc là j'obtiens ma liste de formations grâce à unique, qui est dédoublonné. Et par derrière, moi je veux le transposer pour qu'il soit en colonne. Donc je vais faire transpose de cette manière, et je vais imbriquer mon unique dans le transpose. De cette manière, j'ai bien mes formations qui sont listées ainsi, donc en colonne et non pas en ligne. Et en dessous de chacune de ces formations, je vais pouvoir appeler ma fonction filter, qui va récupérer la plage indiquée ici, avec les inscrits juste là, et qui va m'imprimer eh bien, les inscrits par rapport aux formations suivies. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais indiquer comme condition dans ma fonction filter, ici, condition 1, eh bien, que la colonne B, donc B8, B24, la colonne B qui correspond tout simplement à mes inscrits, aux formations suivies par mes inscrits, soit égale à la valeur indiquée juste au-dessus, D8. Je valide. Et donc là, on a tous les inscrits de Google Sheets niveau 1 qui apparaissent juste en dessous.
Et donc je vais pouvoir donc par derrière étendre ma fonction, mais avant de l'étendre, il faut bien faire attention à bien figer les plages de données par rapport aux colonnes et aux lignes qui sont indiquées sur ma plage de données ici. Alors évidemment le D8, je ne vais pas le figer parce que de toute façon, je veux que ce soit ensuite E8, puis F8 et cetera. Une fois que j'ai tout figé, à ce moment-là, je peux donc par derrière étendre ma fonction sans problème de cette manière, hop, vers la droite. Et donc à chaque fois, on a les inscrits de chaque formation qui apparaissent automatiquement. Évidemment, c'est dynamique. Si maintenant je modifie un inscrit, eh bien ça va se rajouter également ici. Et pour que ça aille vraiment bien, on pourrait aller jusqu'à, non pas jusqu'à A24 et B24, mais aller jusqu'au bout du document. Comme ça, évidemment, si on alimente encore la liste ici et là, ça se mettra à jour automatiquement. Donc vraiment puissant cette fonction filter. On voit qu'on peut faire énormément de choses avec cette fonction filter. Et en plus, bah, comme vous pouvez le voir, là, on a vraiment combiné filter, unique et sort qu'on a vu aujourd'hui, qui vont vraiment très bien ensemble. Et transpose, évidemment, qui n'était pas au programme du jour, mais qui peut être vraiment utile également dans ce cas de figure. Alors là, il y a juste les plages qui ne sont pas forcément justes, qui seront à mettre à jour. Mais c'est pas grave, vous avez compris l'idée. Quelques éléments avant qu'on se quitte, bah, justement le forum, en parlant du forum, vraiment n'hésitez surtout pas à vous y rendre. Alors je vais passer en mode diaporama, ça sera mieux. Pour vraiment publier des topics sur des problématiques que vous rencontrez, pour aider la communauté. Vraiment n'hésitez pas à aider la communauté. Si vous voyez que il y a certaines personnes qui ont besoin d'aide, eh bien votre aide est la bienvenue. Le but c'est vraiment qu'on puisse tous s'entraider ensemble et tous avancer ensemble, justement devenir meilleurs en fait dans l'écosystème Google. Encore une fois, moins 20% sur les livres de la boutique, hein, Webivin. Je vous invite vivement à vous y pencher, et notamment, vu que je vous ai parlé de filter aujourd'hui, c'est dans la thématique. Renseignez-vous sur le guide filter, un très bon guide rédigé par Pierre, vraiment très complet, très puissant, avec énormément de fonctions qui vont très loin. Le canal Telegram, il y a un canal Telegram de Numérique Coach qui est récent, où vous allez pouvoir voir pas mal d'éléments, donc des mini-podcasts enregistrés sur le vif, des astuces, news et secrets sur Google Workspace, des retours d'expérience et interviews inspirantes, des produits à offres spéciales avec des promos, les coulisses de Numérique Coach, des rendez-vous exclusifs et bien d'autres surprises. Donc vraiment, inscrivez-vous, rejoignez le Telegram, le canal Telegram. C'est très intéressant, il y a énormément d'éléments dedans exclusifs. Laisser un avis sur Google My Business, ça aide énormément, c'est gratuit et ça peut qu'aider à justement nous améliorer et être davantage à votre écoute. Et par derrière, eh bien, on est dispo sur tous les différents réseaux, donc la chaîne YouTube Numéricube, également le site Numérique Coach, le blog Numérique Blog, que vous connaissez très bien maintenant, Numérique News, la newsletter hebdomadaire. D'ailleurs, inscrivez-vous si ce n'est pas encore fait. Et enfin, Numéricast, donc le podcast où eh bien, vous pourrez écouter absolument tous nos podcasts sur notre chaîne SoundCloud.